bonsoir à tous, donc c'est de nouveau moi. Alors moi je suis journaliste d'investigation indépendante et donc je voulais vous parler ce soir assez brièvement, donc on va continuer sur le sujet de la colonisation, mais je voulais évoquer un mode opératoire assez particulier et assez important dont on ne parle pas beaucoup donc de la colonisation en Palestine, qui est celui des forêts et de la plantation d'arbres pour conquérir le territoire et s'installer. Donc on a évoqué les démolitions, on a évoqué les incursions de colons dans les villages palestiniens, la construction d'avant-postes, de colonies, etc. Mais il faut savoir que dans beaucoup de cas, avant même la construction en dur de colonies, eh bien, on plante des arbres. Et donc Paul a évoqué la zone de Massaf al-Yatta qui est au sud de la ville d'Hébron, qui a aussi été évoquée tout à l'heure, aux portes du désert du Negev. Et alors cette région abrite de très nombreuses communautés de bédouins qui sont la part de la population la plus marginalisée sur le territoire. Et donc dans cette zone se trouve la plus grande forêt plantée, donc artificielle, plantée par Israël, plus de 4 millions d'arbres. La plantation a commencé en 1964. Aujourd'hui, c'est des hectares et des hectares de pins. Et je reviendrai sur l'essence, parce qu'elle n'est pas du tout anodine dans le choix de quels arbres on va planter. Donc cette forêt s'est étalée depuis 1944 et ne cesse de grignoter les villages, surtout bédouins, qui se trouvent dans la zone. Et je voulais évoquer un exemple qui est celui du village de Sawa, qui est un village bédouin, qui est aujourd'hui donc menacé et en voie de disparition. On l'a évoqué tout à l'heure, mais donc ce village reçoit la visite de manière presque permanente de colons israéliens, parce qu'il y a déjà de nombreuses colonies qui se sont installées tout autour de cette forêt. Ce village a été détruit une première fois il y a quelques années, en 2022, et le lendemain de la destruction, des colons se sont rendus sur place pour y planter des arbres en compagnie de l'actuel ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, voilà, qui est un néo-fasciste comme les évoquait tout à l'heure Sophie. Voilà, donc c'est une zone où se déroule énormément de violence. Il faut se représenter ces forêts. Ce sont des hectares de pins où ont été aménagés des sentiers de randonnée, des tables de pique-nique, voilà, des routes, des chemins de VTT, etc. Donc ce sont vraiment des lieux de loisirs pour la population israélienne. Nous-mêmes, quand on vivait en Palestine, on allait se promener le week-end dans ce genre de zone. Et voilà, c'est très particulier. Et donc, l'histoire que ces forêts-là recouvrent est complètement effacée, et j'en parlerai aussi. Dans cette forêt s'est installée une communauté de colons fanatiques qui dès qu'ils ont l'occasion vont se rendre dans les villages alentours. Et là, ils n'attendent qu'une chose, c'est de débarrasser de sa population un autre village qui s'appelle Al-Hiran, Al-Hiran. Et ces colons vivent dans des baraquements. Voilà, c'est pas du dur, c'est du temporaire. Et ces baraquements sont financés par un organisme très important qui s'appelle le Fonds national juif. Et le Fonds national juif, c'est vraiment essentiel pour comprendre la colonisation aussi en Palestine et le mode opératoire qui est déployé par Israël. Le Fonds national juif, c'est un organisme qui a été créé au premier congrès sioniste à Bâle en 1901. Et à l'époque, la mission était d'acheter des terres en Palestine pour y faire venir des communautés juives. À la création de l'État d'Israël en 1948, le FNJ, le Fonds national juif, demeure, mais change de mission, ou du moins la mission s'élargit parce que l'organisation
a pour mission d'aménager le territoire et de gérer tout ce qui est végétation, forêt, etc. Et aujourd'hui, c'est le principal organe de gestion des forêts et de l'aménagement en Israël et de colonisation aussi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une chercheuse, Iris Bravman, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui parle du Fonds national juif comme vraiment l'organisme sioniste le plus important qui ait été créé. Et alors, donc le Fonds national juif est financé, est fort d'un budget de 500 millions de dollars par an, et financé par toute la diaspora juive. Se sont mises en place ce qu'on appelle les blue boxes, les boîtes bleues, qui sont distribuées dans toutes les communautés juives du monde entier. Et à travers cette collecte de fonds, cet organisme opère en Palestine et en Israël. Il y a une personne très importante que j'ai envie d'évoquer, c'est Yosef Weitz. Yosef Weitz a présidé le Fonds national juif pendant presque 30 ans. Et en Israël, il est appelé le père des forêts. Et ce qui est très intéressant et très important, c'est que Yosef Weitz a aussi été l'un des cerveaux du comité de transfert qui a pensé l'éviction des Palestiniens lors de la Nakba en 1948. Et je vais vous lire une phrase qu'il a écrite 15 jours après le 15 mai 1948, donc la proclamation de la création de l'État d'Israël. Et Yosef Weitz disait: nous avons commencé l'opération de nettoyage, préparant les villages pour la culture et la colonisation, et certains deviendront des parcs. Donc, toute la vision qui est celle d'utiliser l'arbre et la forêt comme outil de colonisation est présente dès les premiers jours après la création de l'État d'Israël. Et à l'époque, ce même Yosef Weitz évoque le concept de colonisation sans aucun tabou. Et donc, à partir de 1948, la plantation d'arbres et l'implantation de forêts a été extrêmement intense. Le but était de planter au maximum pour asseoir la présence israélienne et délimiter le territoire israélien, et en même temps d'effacer toute trace de présence palestinienne, parce que ces forêts aujourd'hui recouvrent les vestiges des villages palestiniens qui ont été détruits en 1948. Donc il y a à la fois une dimension militaire de marquer le territoire, mais aussi la volonté d'effacer la présence et la mémoire palestinienne, et également d'empêcher le retour des réfugiés palestiniens et sur ces mêmes terres. Donc voilà, en fait, ces forêts-là, elles peuvent être appelées des colonies plantées. Et c'est les avant-postes, en tout cas, bon, aujourd'hui, pardon, je vous ai parlé des forêts qui avaient été plantées sur le territoire israélien, mais ça a été décliné aussi en Cisjordanie, et aujourd'hui, dans les entreprises de colonisation, à chaque fois qu'il y a un village détruit, ce sont des arbres qui sont plantés. Pour asseoir la présence israélienne. Et alors, je vous disais que le choix de l'essence d'arbres n'était pas anodin, parce que les arbres qui sont plantés sont des pins, qu'on appelle les pins d'Alep, mais qui en Israël sont appelés les pins de Jérusalem. C'est une espèce très invasive, très résistante aussi, qui se propage assez rapidement. Et ils représentent un intérêt particulier dans l'entreprise coloniale, qui est en fait d'empêcher la pousse aussi de tout autre type de végétation, parce que les épines de pin, quand elles sèchent, font un couvert végétal qui acidifie les sols et qui empêche la poussée de tout autre type de végétation, et notamment de la végétation indigène, donc les buissons de thym, de zardal, de figuier de Barbarie. Et donc c'est une vraie guerre des paysages aussi qui s'opère, c'est-à-dire que d'un côté on a les pins plantés récemment, et de l'autre
la végétation autochtone, enfin indigène, et notamment l'olivier, qui est l'arbre palestinien par excellence, le symbole de l'agriculture palestinienne. Et donc ça transforme complètement le paysage. Et non seulement des arbres sont plantés, mais d'autres sont déracinés, donc les oliviers sont déracinés. Il y a un chiffre, moi, qui me choque énormément, c'est que depuis 1967, 800 000 oliviers ont été déracinés en Palestine, donc c'est presque 1 million d'arbres qui ont été déracinés depuis 1967. Et rien qu'en 2023, ça c'est des chiffres qui ont été communiqués par l'autorité palestinienne, 3000 oliviers ont été déracinés donc après le 7 octobre, ce qui est énorme. Et donc il y a une accélération aussi du déracinement de ce qui constitue la base de l'agriculture palestinienne et le socle aussi de l'identité palestinienne. Et alors il y a une ironie dans cette histoire parce que, comme je vous disais, les pins appauvrissent énormément les écosystèmes. Ce sont des monocultures et favorisent le déploiement d'incendies. Et il y a eu des gros incendies récemment, cette année, mais aussi en 2021 autour de Jérusalem par exemple. Une fois que l'incendie est éteint et qu'il ne reste plus que des cendres, qu'est-ce qui réapparaît? Les ruines des villages palestiniens. Voilà. Et je vais finir sur ça. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous nous entendez comme ça? Vous entendez? Ouais, oui, ça. وامشي تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما أتى شعل النيراني بظل عمر الفتى رن للحرية حكم النادي الفيا يمام وللهوى يمام وليا درب الخناجر ولا حكم النادي الفيا. Écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. Je pense qu'on va prendre une petite demi-heure pour ouvrir le débat. Voilà, donc si quelqu'une veut se lancer. Oui, ma mère. Je crois qu'il faut venir ici pour que tout le monde entende la question. Voilà. Je pense que le titre de l'intervention de Sophie, c'était « Tout n'a pas commencé le 7 octobre ». C'est Paul qui a trouvé. Ah, bon, non mais c'est bien. Ma question concerne la façon dont a été traité ce massacre et le qualificatif qui a été utilisé de pogrom. J'aimerais avoir votre avis sur l'usage de ce qualificatif. Alors, je vais remonter un petit peu en arrière pour essayer de vous répondre. Le problème, c'est que un des grands problèmes de la question israélo-palestinienne,
c'est que cette question est parasitée par le vocabulaire de l'antisémitisme européen et du génocide. Pas qu'on appelle maintenant, depuis le film de Claude Lanzmann en 1985, qu'on appelle la Shoah, qui veut dire d'ailleurs la catastrophe en hébreu. Donc c'est vraiment parasité par ce vocabulaire. Non, vous n'entendez pas. Bon, écoutez, je ne peux pas parler plus fort. Donc je disais que cette tragédie est parasitée par le vocabulaire de l'antisémitisme européen et par le vocabulaire du génocide. Puisque Israël, sa légitimité, si je puis dire, ou la légitimité que cet État s'est construit, c'est une légitimité fondée justement sur la réparation, si tant est qu'un génocide puisse être réparé, sur la réparation du génocide. Et que donc, la droite israélienne et les gouvernements israéliens de façon générale, même depuis l'époque de Ben Gurion, utilisent le vocabulaire de l'antisémitisme européen pour qualifier toute action qui serait une attaque contre l'État d'Israël. Que s'est-il passé le 7 octobre 2023? Comme on disait tout à l'heure, une attaque. L'Église est contre ça. Donc, je disais, l'utilisation de ce vocabulaire. Donc, je disais tout à l'heure que donc l'attaque du 7 octobre 2023 est une attaque avec les massacres de civils, etc. Et que tout le monde, et pas seulement les Israéliens, tous les Occidentaux ont employé le terme de pogrom. C'est un terme faux. C'est un terme faux qui n'a pas, à mon sens, à être employé. On peut employer le terme de massacre, on peut le critiquer, on peut le condamner, on peut faire tout ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que le terme de pogrom n'est pas pertinent, à mon sens, pour qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre? Le pogrom, vous savez, c'était les descentes anti-juives et les massacres anti-juifs surtout dans ce qu'on appelait la zone de résidence de l'Empire tsar, mais c'est-à-dire essentiellement la Russie, l'Ukraine, les pays baltes, hein, et l'Ukraine, c'était les Cosaques et les Sangs noirs qui commettaient ces pogroms. Qu'est-ce que c'est qu'un pogrom? C'est une population majoritaire qui va attaquer une minorité opprimée et qui va commettre des massacres contre cette minorité opprimée. C'est ça, les pogroms qui ont eu lieu en Europe. Donc là, ce n'est pas du tout le cas, puisque c'est une population opprimée qui va attaquer une population majoritaire. Il faudrait rapprocher ce qui s'est passé le 7 octobre, et certains l'ont fait d'ailleurs, certains l'ont fait, de ce qui s'est passé en Amérique du Nord au moment à l'époque de la colonisation qui a duré 2 siècles, hein, évidemment, c'est-à-dire les descentes d'Indiens dans les campements européens à l'époque de la colonisation américaine vers l'ouest. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Périodiquement, des Indiens, soit des Sioux, des Cheyennes, enfin tout ce qu'on voudra, quand ils le pouvaient, descendaient sur les campements européens qui étaient en train de conquérir leur pays et commettaient des massacres. Ils n'étaient pas spécialement gentils, hein. Ils violaient les femmes, ils scalpaient les hommes. Bon, c'était pas spécialement irénique, si vous voulez. Mais ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre est beaucoup plus à rapprocher de ces types de massacres, c'est-à-dire de populations menacées qui réagissent par des massacres à l'époque aux États-Unis, c'était les envahisseurs, disons qu'un pogrom. Et donc, beaucoup de chercheurs, d'ailleurs, depuis ces 2 ans, presque et demi maintenant que dure le drame de Gaza, ont assimilé le 7 octobre à ces réactions indiennes à la conquête américaine. Cela me semble d'autant plus pertinent que d'une certaine façon,
la conquête de l'Amérique du Nord, symboliquement, j'entends, hein, pas dans les faits, bien sûr, c'est prévalu de ce que l'on a appelé le sionisme chrétien. Le sionisme chrétien qui s'est créé bien avant le sionisme juif, à partir du XVIIe siècle. Et c'est-à-dire que les Américains, venus d'Europe, allaient conquérir cette terre dont ils estimaient que Dieu les avait gratifiés avec la Bible dans une main et le fusil dans l'autre. C'est comme ça qu'ont été conquis ce qui s'appelle aujourd'hui les États-Unis. Hein. Et c'est ce qu'on a appelé le mouvement du sionisme chrétien, à partir du XVIIe siècle, de la légende, de l'histoire du Mayflower. Et voilà pourquoi, en fait, je n'emploie jamais le terme de pogrom pour le 7 octobre, on peut employer le terme de massacre, bien sûr, mais pas le terme de pogrom, dans la mesure où c'est exactement l'inverse d'un pogrom qui s'est produit. Moi, je voudrais poser une question. Ouais. Je voudrais parler de la désinformation, parce que je me souviens que quand j'étais enfant, tout le monde était pro-israélien. En fait, on ne savait pas vraiment, on soutenait Israël parce qu'on soutenait les Juifs après ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je vois que cette désinformation, elle continue. Et franchement, je ne vois pas comment échapper à ça. Et puis, il y a autre chose qui me choque, c'est que là, on n'a pas parlé des États-Unis. Et manifestement, ce qui se passe à Gaza, c'est soutenu mordicus par les États-Unis. Et je fais le lien quand même entre avec cette désinformation. D'où elle vient, comment elle est créée, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut se... Parce que même lorsqu'on suit certains journaux ou certains sur YouTube, des chaînes d'information, moi j'ai l'impression qu'on n'est jamais au courant de tout et que je sais pas, que les choses elles sont jamais vraiment dites et jamais expliquées normalement. Merci pour cette question. Moi, je pense que Bernard a répondu en partie, par anticipation, à la question que vous posez quand il a parlé de comment dire, ce remplacement du politique par l'humanitaire. Hein, je crois. C'est-à-dire qu'on a fait de la tragédie palestinienne merci, non, maintenant ça va te fatiguer. On a fait de la tragédie palestinienne une question humanitaire. Et comme disait Bernard tout à l'heure, c'est pas une question humanitaire, c'est une question politique avant tout. Alors, pourquoi cette sympathie vis-à-vis de l'État d'Israël, disons, jusqu'à la colonisation, jusqu'au début, jusqu'après 1967? Parce que justement, les Européens avaient besoin de se dédouaner du crime du génocide. Et que donc, effectivement, ce dédouanement du crime du génocide impliquait une adhésion à un État qui se présentait... Si vous voulez, je reviens en arrière. Quand le sionisme a été créé, quelle est la contradiction fondamentale, le paradoxe fondamental du sionisme? C'est que pour une partie du monde juif, ça a représenté un projet émancipateur. Mais ce projet émancipateur ne pouvait se réaliser qu'à travers une logique coloniale pour les Palestiniens. Et voilà la contradiction. Et que donc, les Européens n'ont vu que le côté projet émancipateur, en réalité, dans cette création de l'État d'Israël. Et pas le fait que ce projet émancipateur ne pouvait dérivé que d'une logique coloniale. Je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, en disant le terme de colonisation. Mais le terme de colonisation est employé par Theodor Herzl dans son livre L'État des Juifs, de toute façon, en disant bien sûr que ce sera une entreprise coloniale. Bon, donc ça, les Européens n'ont pas voulu le voir pour cette culpabilité qu'ils portaient en eux vis-à-vis des Juifs, dont 6 millions avaient été exterminés en Europe.
et également du fait que, au fond, les Européens ont été quand même des colonisateurs en chef pendant très longtemps. Et que donc, une logique coloniale ne les scandalisait pas outre mesure, d'une certaine façon. Bon, c'était une certaine forme de continuité par rapport aux actions qu'ils menaient depuis la naissance de l'impérialisme moderne européen à partir de 1830. Si on veut mettre une date, 1830, c'est la conquête d'Alger. Voilà. Donc je crois que c'est tout cela. Maintenant, la désinformation aujourd'hui. Aujourd'hui, d'abord, c'est une continuité de cette désinformation dont vous parliez depuis la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on est resté sur des logiques qui n'ont pas bougé, ou qui ont trop peu bougé, d'une certaine façon. Et d'autre part, il y a en Europe et aux États-Unis, puisque vous parlez des États-Unis, une droitisation de l'opinion extrêmement importante, avec des gouvernements de droite. Monsieur Trump aux États-Unis, mais en Europe, on en a plein. Viktor Orban en Hongrie, Giorgia Meloni en Italie, et puis ça grimpe, et puis ça avance. Et puis là où ils ne sont pas au pouvoir, ils sont puissants. Or, ces mouvements de droite, qu'ils soient au gouvernement ou qu'ils n'y soient pas, partagent la même idéologie que l'extrême droite israélienne. C'est une famille idéologique qui est là. Et une famille idéologique qui se tient les coudes. Et c'est pourquoi je les appelle, les mouvements d'extrême droite, que ce soit le Rassemblement National, Fratelli d'Italia en Italie, Orban, ce sont d'une certaine façon des antisémites sionistes. Parce que l'ADN de ces mouvements d'extrême droite, et l'historique de ces mouvements d'extrême droite, il ne faut pas oublier que le Front National, ancêtre du Rassemblement National, a été créé par des SS, par d'anciens Waffen-SS français. Bon, donc la filiation est claire. Jean-Marie Le Pen avait été un pétainiste patenté, sans parler qu'il avait été tortionnaire pendant la guerre d'Algérie. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Bon. Et donc, tous ces mots, l'AfD allemande également, sont pétris d'une culture, d'une histoire antisémite. Et en même temps, ce sont aujourd'hui les plus défenseurs de la politique israélienne d'aujourd'hui. Parce qu'il y a, d'abord, je crois que Israël, ce que fait Israël aujourd'hui, les venge ces extrêmes droites de la décolonisation. Ça les venge de la décolonisation. Au fond, quand le chancelier allemand, par un écart de langage, a dit il n'y a pas très longtemps, Israël fait le sale boulot pour nous. Et il l'a dit comme ça, Israël fait le sale boulot pour nous. Voilà. Donc ça veut bien dire un certain nombre de choses. Voilà. Et donc, il y a cette adhésion à la politique actuelle de l'État d'Israël qui est le résultat d'une parenté idéologique et d'une revanche coloniale. Voilà un peu comment moi je peux l'expliquer. J'ai été journaliste dans ma première vie et dans la fabrique de l'information, je suis choqué aujourd'hui de voir l'aplatissement, l'aplatissement et je ne sais comment qualifier sur cette histoire spécifique de la couverture de ce qui se passe à Gaza. J'ai envie de dire que quelque part les masques tombent par rapport à une classe médiatique qui a toujours le mot objectivité, neutralité à la bouche. Oui, mais enfin là, c'est quand même très gros aujourd'hui ce qui se passe. Moi, franchement, les bras m'en tombent. Quand je vois et que je regarde, que ce soit BFM TV, les médias mainstream, comme on dit en anglais, je vois tout sauf des journalistes, franchement. Je vois qu'on sert la soupe quand on pose des questions à l'ambassadeur israélien ou quand il y a des sujets je voudrais qu'on dise davantage et que la classe médiatique se soulève pour quand même dire comment se fait-il qu'on ne puisse pas aller enquêter à Gaza. Ça dure maintenant presque depuis 2 ans et il n'y a aucun journaliste qui n'a pu rentrer à Gaza.
j'ai pas vu un grand mouvement dans les médias pour contester ça. Là, je dois dire, les bras m'en tombent. Pardon ? Et tout ça, je l'attribue quelque part à l'ère du temps en France sur ce dossier israélo-palestinien. Je crois qu'il y a un particularisme sur le sujet qui fait qu'au niveau politique aussi, on va par exemple, quand on est président de la République, Premier ministre, au repas du CRIF. Pourquoi ? Pourquoi cette exceptionnalité, ce particularisme à aller toujours faire juniflexion au nom de la Shoah chez le représentant en France d'Israël? On pourrait faire autrement. On n'est pas obligé d'envoyer le président de la République au repas du CRIF. Premier ministre. Oui, d'accord, c'est déjà pas mal. Donc, il y a quelque part une forme de soumission intellectuelle, comme on se sent toujours en devoir d'en faire plus. Et les journalistes qui sont quelque part dans ces médias mainstream, je ne veux pas ici discréditer l'entièreté du journalisme, et il y a dans ce milieu et ce moment particulièrement difficile où on se fait traiter très rapidement d'antisémite, ça peut aller jusqu'au tribunal. Il y a des journalistes qui sont courageux, mais il faut aller les chercher sur un média parallèle qui ne sont pas... je ne vais pas citer des noms ici, mais bon, il faut aller sur le net, etc. On ne le voit pas sur la TNT. On ne les voit pas sur la TNT. Donc, le média, tel qu'il est fait aujourd'hui sur la question de Gaza, reflète en fait, pour moi, un état des lieux institutionnel, conformiste, que la classe politique elle-même représente sur ce dossier palestino-israélien. Je voudrais juste rajouter une phrase. En fait, l'Europe n'est pas débarrassée de son antisémitisme. L'antisémitisme, il existe en Europe. Il est puissant. Et cette espèce de surenchère philosémite de la part des dirigeants, de la part de M. Macron, de la part de tous les dirigeants européens, cette espèce de surenchère philosémite, en fait, à mon sens, et je l'ai écrit d'ailleurs, camoufle, volontairement ou pas, je n'en sais rien, mais camoufle un vieil antisémitisme européen qui fait que le vieil antisémitisme et l'excès de philosémitisme d'aujourd'hui sont les deux faces d'une même médaille. Quelle est cette médaille? C'est qu'on ne peut pas, en Europe, considérer les Juifs comme des gens comme tout le monde. Voilà. Et c'est-à-dire, c'est d'une certaine façon, c'est donner prise à la thèse de l'exceptionnalité du sujet juif. Et cette thèse de l'exceptionnalité du sujet juif, que ce soit dans le biais de l'antisémitisme ou par le biais de cet excès de philosémitisme, est une thèse extrêmement dangereuse pour les juifs, à commencer. Oui. Quelque part, il y a un climat aujourd'hui qui est plus islamophobe, je pense, qu'antisémite, je crois. Je ne sais pas, je ne le formulerai pas comme ça, mais c'est un autre sujet. Aïda avait juste une chose à rajouter. Et juste pour prolonger, Sophie disait que l'Europe n'est pas débarrassée de son antisémitisme ni de son racisme, parce que la manière dont Gaza est médiatiquement traité aujourd'hui dénote aussi d'un racisme et d'une déshumanisation de la population palestinienne. Quand on voit que les Israéliens qui ont été massacrés le 7 octobre 2023 et que les otages ont des noms, des visages, mais que les plus de 60 000 Palestiniens qui sont tués, et c'est très sûrement sous-estimé en termes de chiffres, n'ont ni nom, ni visage, etc., dénote aussi, à mon sens, d'une vision raciste et sans doute islamophobe. Et puis aussi pour parler de ce qui se passe à l'intérieur des rédactions, parce que c'est extrêmement tendu aussi. Moi, je fréquente pas mal de journalistes, certains qui travaillent dans des grandes rédactions, où en fait la polarité telle qu'on la voit aujourd'hui dans le débat français s'exprime aussi au sein de ces rédactions.
Et beaucoup de journalistes qui aimeraient bien traiter de manière beaucoup plus exhaustive ce sujet en sont empêchés par leur direction, etc. Certains on en est à un stade où certains sont complètement apeurés à l'idée de dire un mot de côté quand il s'agit de la Palestine, quand il s'agit de parler des Palestiniens, etc. Donc il y a une sorte d'auto-censure aussi chez certains journalistes du fait du climat qui est installé, etc. Voilà. C'est une question que je voulais vous poser, Madame Bessis, parce que j'ai été très heureux de vous voir intervenir sur 28 minutes d'Arte et des propos que vous y aviez tenus avec Elisabeth Klein, je crois. Et bon, ça peut paraître anecdotique. J'aurais voulu savoir, compte tenu de la présence de Bernard-Henri Lévy, qui est très prégnant sur la chaîne Arte, Pas dans l'émission à laquelle j'ai participé. non, pas dans votre émission, mais il est au conseil de surveillance d'Arte, donc. Et je voulais savoir si vous voulez bien simplement nous parler un peu des circonstances et comment s'était passée cette préparation de l'émission et votre intervention. Merci. C'est Bernard-Henri Lévy, avec qui vous vous doutez bien que je ne partage rien. Donc, est effectivement au conseil d'administration d'Arte. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il participe à la préparation des émissions. Je veux dire, ça ne fonctionne pas comme ça, un média. J'ai été journaliste pendant plus de 30 ans aussi. On est entre gens du métier. Ça se prépare pas comme ça. Je veux dire, 28 minutes, c'est l'émission d'Elisabeth Klein, et Elisabeth Klein prépare son émission. Elle a été, il faut bien le dire, relativement timide sur la question de Gaza, mais quand j'ai sorti mon dernier essai, elle m'a donc invité à 28 minutes. Vous savez, cette préparation, c'est très rapide. Et d'ailleurs, je trouve que la préparation était excellente, très honnêtement. Était excellente, c'est-à-dire en général, c'est jamais elle. Hein, ce genre d'émission, ça a une série de collaborateurs et de collaboratrices qui préparent l'émission, et on fait des fiches pour la patronne de l'émission. C'est comme ça que ça se passe, bien sûr. Et que donc, laquelle de ses collaboratrices m'a appelé et m'a dit, voilà, en gros, le fil conducteur de l'émission et les questions principales sur lesquelles Elisabeth Klein reviendra avec vous. Point. C'est aussi simple que ça. Voilà. Totalement. Évidemment, j'ai tenté de répondre à ces questions. Il y avait certaines de mes réponses qui lui ont pas tout à fait plu, mais c'est une journaliste, je pense, même si je suis loin d'être toujours d'accord avec Elisabeth Klein, parce qu'elle a des opinions qui ne sont pas forcément les miennes, mais c'est pas une journaliste malhonnête. Et donc, elle m'a laissé développer mon point de vue. Très honnêtement, à cette émission-là, elle m'a laissé développer mon point de vue. Voilà.